À des millions de kilomètres de notre Terre bleue, un monde rouge fascine et intrigue l'humanité depuis des siècles. Mars, la 4e planète de notre système solaire, captive notre imagination comme aucun autre corps céleste. Son nom, hérité du dieu romain de la guerre, évoque un passé peut-être violent et une nature austère. Pourtant, sous sa froideur apparente et son atmosphère ténue, Mars recèle des secrets et des similitudes troublantes avec notre propre planète. Des traces d'anciens lits de rivières asséchées, des deltas fossilisés et des minéraux hydratés suggèrent qu'un jour, Mars a pu abriter de l'eau liquide à sa surface, un ingrédient essentiel à la vie telle que nous la connaissons. Aujourd'hui, Mars est un désert glacé, balayé par des tempêtes de poussière géantes et soumis à des températures extrêmes. Son atmosphère, 100 fois plus mince que celle de la Terre, offre une protection quasi inexistante contre les radiations solaires et cosmiques. La gravité, environ un tiers de celle de notre planète, représente un défi biologique encore mal compris pour un séjour prolongé. Malgré ces défis redoutables, l'idée de faire de Mars notre nouvelle demeure, notre plan B cosmique, ne cesse de gagner du terrain. Mais entre le rêve audacieux de fouler son sol rouge et la réalité complexe de s'y établir durablement, un fossé immense, fait d'obstacles techniques colossaux, doit être franchi. C'est cette aventure scientifique et technologique sans précédent que nous allons explorer. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a levé les yeux vers les étoiles, rêvant d'autres mondes. Parmi tous les corps célestes, Mars occupe une place particulière dans notre imaginaire. Sa proximité relative, sa visibilité à l'œil nu et les premières observations de ses calottes polaires et de ses variations saisonnières ont alimenté des spéculations sur la possibilité d'une vie au-delà de la Terre. Si les illusions d'une civilisation martienne sophistiquée se sont dissipées avec l'exploration spatiale, la fascination pour la planète rouge n'a fait que croître. Aujourd'hui, le rêve a évolué. Il ne s'agit plus seulement de découvrir la vie, mais de l'y apporter, d'établir une présence humaine permanente sur un autre monde. Cette ambition audacieuse repose sur plusieurs motivations fondamentales, profondément ancrées dans notre nature et nos aspirations. Premièrement, la soif de découverte scientifique. Mars est un laboratoire géologique et climatique unique. L'étude de son passé pourrait nous révéler des informations cruciales sur l'évolution des planètes telluriques, y compris la nôtre. La recherche de traces de vie passée ou présente sur Mars est une quête existentielle qui pourrait révolutionner notre compréhension du vivant dans l'univers. Deuxièmement, la survie à long terme de notre espèce. La Terre, bien que notre foyer, n'est pas à l'abri des catastrophes. Impact d'astéroïdes, éruptions solaires massives, changements climatiques extrêmes. Établir une colonie autosuffisante sur Mars pourrait être une assurance vie pour l'humanité, une façon de pérenniser notre existence au-delà d'un seul monde. Enfin, il y a l'esprit pionnier, l'aspiration à repousser les limites. L'exploration et la colonisation de nouveaux territoires ont toujours fait partie de l'histoire humaine. Mars représente la prochaine frontière, un défi immense qui pourrait stimuler l'innovation technologique, inspirer les générations futures et renforcer notre sentiment d'unité en tant qu'espèce face à un objectif commun. Ainsi, le rêve de coloniser Mars est bien plus qu'une simple fantaisie. Il est alimenté par une curiosité scientifique profonde, une préoccupation pour notre avenir et un désir inné d'explorer l'inconnu. Mais transformer ce rêve en réalité nécessitera de surmonter des défis techniques d'une ampleur sans précédent. Le long voyage vers la planète Mars. Le simple fait de se rendre de la Terre à Mars représente un défi logistique et temporel considérable. Contrairement aux voyages spatiaux vers la Lune, qui ne durent que quelques jours, un trajet vers Mars se chiffre en mois, voire en années pour un aller-retour. Selon les estimations actuelles, il faudra compter environ 6 à 9 mois pour l'aller simple. La distance entre nos deux planètes n'est pas constante. En raison de leurs orbites elliptiques et de leurs vitesses différentes autour du Soleil, la fenêtre de tir idéale pour un voyage vers Mars ne se présente qu'environ tous les 26 mois. C'est le moment où la Terre et Mars sont relativement proches, minimisant ainsi la durée et la consommation de carburant du voyage. Dans la planification des futures missions habitées vers Mars, la Lune pourrait jouer un rôle stratégique en tant que point de passage et de préparation. Bien que cela puisse sembler contre-intuitif de s'arrêter sur un autre corps céleste en route vers Mars, cette approche offre plusieurs avantages potentiels. La Lune pourrait servir de banc d'essai idéal pour les technologies et les systèmes nécessaires au long voyage interplanétaire. Des séjours prolongés sur ou en orbite autour de la Lune permettraient de tester en conditions réelles les systèmes de maintien de vie en circuit fermé, les techniques d'extraction et d'utilisation des ressources spatiales, comme l'eau glacée lunaire, et les stratégies de protection contre les radiations, avant de s'aventurer plus loin vers Mars.
La Lune pourrait devenir une plateforme de lancement pour les missions martiennes. En assemblant et en ravitaillant les vaisseaux interplanétaires en orbite lunaire, on pourrait s'affranchir de la forte gravité terrestre, réduisant ainsi la quantité de carburant nécessaire pour quitter le système Terre-Lune et se diriger vers Mars. Les ressources extraites de la Lune, comme l'eau convertie en ergol, pourraient potentiellement être utilisées pour ce ravitaillement. Une présence lunaire établie pourrait offrir un point de repli et de soutien en cas de problème lors d'une mission martienne. Bien que la distance reste considérable, un retour vers la Lune pourrait être plus rapide et moins exigeant en termes de ressources qu'un retour direct vers la Terre en cas d'urgence. Ainsi, la Lune, loin d'être une simple étape détournée, pourrait s'avérer être un tremplin essentiel pour la réalisation de notre rêve de coloniser Mars, en offrant un terrain d'entraînement, une base logistique et un filet de sécurité pour les audacieux pionniers du futur. Le voyage vers Mars n'est pas une simple traversée. Il s'agit d'une odyssée à travers des centaines de millions de kilomètres d'un vide cosmique implacable. À son point le plus proche, Mars se situe à environ 54,6 millions de kilomètres de la Terre. À son point le plus éloigné, cette distance peut atteindre plus de 400 millions de kilomètres. Même lors d'une fenêtre de tir optimale, lorsque les planètes sont alignées de manière favorable, le vaisseau spatial devra parcourir une trajectoire balistique complexe de plusieurs millions de kilomètres pour intercepter l'orbite martienne. C'est une distance si vaste qu'elle défie notre intuition terrestre. Imaginez voyager sans interruption pendant des mois, dans l'isolement total, avec la Terre comme un point lumineux de plus en plus petit derrière vous, et Mars comme une lueur rouge de plus en plus grande devant. Cette immense distance n'est pas seulement un défi en termes de temps de trajet et de consommation de ressources. Elle a également des implications profondes sur la communication avec la Terre, avec un délai de plusieurs minutes, voire dizaines de minutes, pour chaque message. L'autonomie et la capacité de l'équipage à résoudre les problèmes de manière indépendante deviennent alors primordiales. Imaginez un voyage de plusieurs centaines de millions de kilomètres, confiné dans un vaisseau spatial de taille limitée, pendant près d'un an avant même d'atteindre votre destination. Ce n'est pas une simple excursion. Chaque jour passé dans l'espace expose les astronautes à des risques considérables et nécessite des systèmes de survie fiables à 100%. La durée du voyage a des implications directes sur de nombreux aspects de la mission. La quantité de ressources nécessaires, nourriture, eau, air, carburant, l'exposition prolongée aux radiations cosmiques, les défis psychologiques liés à l'isolement et à l'éloignement de la Terre, et le maintien de la santé physique en microgravité pendant une période aussi étendue. Réduire la durée de ce voyage est donc un enjeu majeur pour rendre la colonisation de Mars plus viable et moins risquée. C'est pourquoi une part importante de la recherche spatiale actuelle se concentre sur le développement de systèmes de propulsion plus efficaces et plus rapides. L'imaginaire collectif, nourri par la science-fiction cinématographique, nous présente souvent des vaisseaux spatiaux rapides, agiles et dotés d'une gravité artificielle confortable. La réalité d'un vaisseau conçu pour un voyage de plusieurs mois vers Mars serait cependant bien différente. Oubliez les croisières spatiales luxueuses et les cockpits épurés avec vue panoramique. Un vaisseau martien serait avant tout une forteresse technologique, optimisée pour la survie et l'efficacité dans un environnement hostile. L'espace intérieur serait fonctionnel et compact, privilégiant les systèmes de maintien de vie, les zones de stockage et les laboratoires plutôt que le confort esthétique. La vitesse ne serait pas la priorité absolue. Un voyage interplanétaire efficace privilégierait des trajectoires optimisées en termes de consommation de carburant, même si cela signifie un voyage plus long. La gravité artificielle, bien que séduisante, représente un défi technique complexe et coûteux en énergie et n'est pas considérée comme une nécessité pour les premières missions. Le vaisseau martien serait donc moins un faucon Millennium élégant qu'une sorte de sous-marin de l'espace, robuste, autonome et bourré de technologies vitales pour maintenir en vie son équipage à travers l'immensité du vide et les dangers des radiations. Son apparence serait le reflet de son impératif, la survie et la science, bien avant l'esthétique. Les vaisseaux spatiaux qui nous ont permis d'explorer l'orbite terrestre et d'atteindre la Lune ne suffiront pas pour un voyage aussi long et complexe que celui vers Mars. Nous avons besoin de technologies de propulsion plus avancées et de conception de vaisseaux capables de soutenir un équipage pendant des mois, voire des années, dans l'espace lointain. Plusieurs pistes de propulsion sont actuellement à l'étude pour réduire la durée du voyage et la quantité de carburant nécessaire. Parmi elles, la propulsion ionique offre une poussée faible mais continue, permettant d'atteindre des vitesses élevées sur de longues distances avec une consommation de carburant relativement faible. Cependant, elle génère une poussée trop faible pour s'arracher rapidement de la gravité terrestre. Une autre technologie prometteuse est la propulsion nucléaire,
qu'elle soit thermique ou électrique. Les moteurs nucléaires pourraient offrir une impulsion spécifique beaucoup plus élevée que les moteurs chimiques, réduisant ainsi considérablement la durée du voyage. Cependant, des défis techniques et des préoccupations de sécurité liées à l'utilisation de réacteurs nucléaires dans l'espace doivent encore être surmontés. Au-delà de la propulsion, la conception du vaisseau lui-même est cruciale. Il devra intégrer des systèmes de maintien en vie en circuits fermés extrêmement fiables pour recycler l'air, l'eau et potentiellement même les déchets. Un blindage efficace contre les radiations cosmiques et solaires sera indispensable pour protéger la santé de l'équipage pendant le long séjour dans l'espace interplanétaire. Le système de gestion de l'air est vital. Il doit fournir une atmosphère respirable avec les bonnes proportions d'oxygène et d'azote, tout en éliminant le dioxyde de carbone expiré par les astronautes et en filtrant les contaminants comme les particules et les odeurs. Des systèmes avancés de recyclage du dioxyde de carbone en oxygène sont également envisagés pour réduire la dépendance aux réserves embarquées. La gestion de l'eau est tout aussi essentielle. L'eau est nécessaire à la consommation, à l'hygiène et potentiellement à la production de nourriture. Les systèmes de maintien de vie devront recycler l'eau usée, urine, condensation de l'humidité de l'air, grâce à des processus de filtration et de purification sophistiqués pour en garantir la potabilité. La gestion des déchets est un autre défi de taille. Les déchets solides et liquides devront être collectés, stockés de manière hygiénique et potentiellement traités pour en récupérer des ressources ou les rendre inertes. Des systèmes de compostage pour les déchets organiques pourraient même être envisagés dans le cadre d'une agriculture spatiale. Enfin, la régulation thermique est cruciale pour maintenir une température confortable et stable à l'intérieur du vaisseau, malgré les variations extrêmes de température dans l'espace et la chaleur générée par les équipements électroniques et l'activité humaine. Des systèmes de refroidissement et de chauffage sophistiqués seront nécessaires. La fiabilité et la redondance de ces systèmes de maintien de vie sont primordiales. Toute défaillance pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'équipage. C'est pourquoi une ingénierie méticuleuse et des systèmes de secours seront intégrés à chaque niveau de conception. La taille et l'aménagement du module d'habitation joueront un rôle essentiel dans le bien-être psychologique et physique de l'équipage. Il devra offrir un espace de vie suffisant, des zones d'exercice, des installations médicales et potentiellement même des serres pour cultiver de la nourriture pendant le voyage. Le vaisseau devra être capable d'effectuer des manœuvres complexes en orbite terrestre, pendant le transit interplanétaire, pour l'insertion en orbite martienne et pour l'atterrissage sur la planète rouge. Des systèmes de navigation et de communication sophistiqués seront indispensables pour guider le vaisseau tout au long de son périple. La conception du vaisseau spatial martien est donc un défi d'ingénierie colossal, nécessitant l'intégration de nombreuses technologies de pointe et une fiabilité à toute épreuve pour garantir le succès de la mission et la sécurité de l'équipage. L'espace interplanétaire est un environnement loin d'être clément. En dehors de la protection de la magnétosphère terrestre et de notre atmosphère dense, les astronautes en voyage vers Mars seront exposés à des niveaux de radiation bien plus élevés et à des variations de température extrêmes. Les rayons cosmiques galactiques sont des particules de haute énergie provenant de l'extérieur de notre système solaire. Ils sont omniprésents et peuvent pénétrer profondément les vaisseaux spatiaux et les tissus biologiques, augmentant le risque de cancer, de dommages au système nerveux central et d'autres problèmes de santé à long terme. Les éruptions solaires sont des libérations soudaines et massives de particules énergétiques du Soleil. Bien que moins pénétrantes que les rayons cosmiques galactiques, elles peuvent atteindre des niveaux dangereux en peu de temps, provoquant des problèmes de santé aigus comme le mal des rayons et augmentant le risque de cancer à long terme. La température dans l'espace est un autre défi constant. En l'absence d'atmosphère pour distribuer la chaleur, les objets exposés directement au Soleil peuvent atteindre des températures extrêmement élevées, tandis que les zones à l'ombre peuvent plonger dans un froid glacial, proche du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Un vaisseau spatial doit donc être conçu avec des systèmes sophistiqués de régulation thermique pour maintenir un environnement habitable pour l'équipage et le bon fonctionnement des équipements. Pour protéger les astronautes de ces dangers, plusieurs stratégies sont envisagées. Le blindage des vaisseaux avec des matériaux spécifiques, comme des couches d'eau ou de polyéthylène, peut aider à atténuer les radiations. La prévision et l'évitement des éruptions solaires sont également cruciales, avec des systèmes d'alerte précoces et potentiellement des abris anti-radiation à l'intérieur du vaisseau.
La conception de combinaisons spatiales pour les activités extravéhiculaires sur Mars devra également tenir compte de la protection contre les radiations et les températures extrêmes de la surface martienne, qui, bien que moins extrêmes que dans l'espace profond, restent un défi. La compréhension et la mitigation de ces dangers liés aux radiations et aux températures spatiales sont des aspects fondamentaux pour assurer la sécurité et la santé des futurs explorateurs de Mars lors de leur long voyage et de leur séjour sur la planète rouge. Nourrir un équipage pendant un voyage de plusieurs mois, voire années, aller-retour vers Mars est un défi logistique considérable. La nourriture doit être nutritive, stable sur une longue durée, prendre un minimum de place et être facile à préparer en microgravité. Pour une mission martienne, la dépendance aux aliments préemballés et terrestres devra être minimisée en raison des contraintes de masse et de volume. Plusieurs stratégies sont envisagées pour assurer un apport nutritionnel adéquat sur une aussi longue période. Premièrement, l'amélioration des techniques de conservation des aliments. La lyophilisation, déshydratation par le froid, la stérilisation par irradiation et l'emballage sous vide poussé permettent de prolonger considérablement la durée de conservation des aliments tout en conservant une partie de leurs nutriments. Deuxièmement, le développement d'aliments spécialement conçus pour l'espace. Ces aliments sont optimisés pour leur densité nutritionnelle, leur faible encombrement et leur facilité de consommation en microgravité, souvent sous forme de pâtes, de purée ou de barres. Troisièmement, et c'est une perspective à plus long terme, l'agriculture spatiale. Cultiver des légumes et des fruits à bord du vaisseau ou dans des serres sur Mars pourrait réduire considérablement la dépendance aux approvisionnements terrestres et fournir des aliments frais et riches en vitamines. Des expériences sur l'ISS, Station spatiale internationale, ont déjà démontré la faisabilité de la culture en microgravité. Le régime alimentaire pour un voyage martien devra être soigneusement planifié pour fournir tous les nutriments essentiels, maintenir la masse musculaire et la densité osseuse des astronautes en microgravité et avoir un impact psychologique positif pendant l'isolement prolongé. La variété des aliments, même limitée, sera importante pour le moral de l'équipage. Le stockage de ces aliments devra également être optimisé pour minimiser l'encombrement et le poids, tout en garantissant leur sécurité et leur qualité nutritionnelle pendant toute la durée de la mission. Au-delà des défis techniques et physiques, un voyage de plusieurs mois dans l'espace lointain mettra à rude épreuve la santé mentale et émotionnelle des astronautes. Confinés dans un espace restreint, loin de leur foyer, de leur famille et de la planète Terre, ils devront faire face à l'isolement et à la promiscuité pendant une période prolongée. L'isolement social et sensoriel peut avoir des effets profonds sur le psychisme humain. La rupture avec l'environnement terrestre familier, le manque de contact direct avec les proches et la monotonie d'un environnement spatial confiné peuvent entraîner des sentiments de solitude, de déprime, voire d'anxiété. La promiscuité constante au sein d'un équipage restreint peut également générer des tensions et des conflits interpersonnels. Les différences de personnalité, les habitudes de vie et le stress liés à la mission peuvent exacerber les frictions et nuire à la cohésion du groupe, pourtant essentielle à la réussite de la mission. Le manque de stimulation environnementale est un autre facteur important. L'absence des cycles naturels du jour et de la nuit, la vision constante des mêmes parois du vaisseau et la routine des tâches peuvent entraîner une léthargie mentale et une diminution de la motivation. Pour atténuer ces risques psychologiques, des stratégies sont mises en place dès la sélection et la formation des astronautes. Une sélection rigoureuse vise à identifier des individus résilients, adaptables et capables de bien travailler en équipe dans des conditions stressantes. Un entraînement intensif inclut des simulations d'isolement et de confinement pour préparer les équipages à ces défis. Pendant le voyage, un soutien psychologique régulier est prévu, notamment par des communications régulières, bien que différées, avec des équipes au sol et des activités de loisirs à bord pour maintenir le moral. L'aménagement de l'espace de vie est également pensé pour offrir un minimum d'intimité et des zones de détente. La réussite d'une mission habitée vers Mars dépendra autant de la robustesse du vaisseau que de la solidité psychologique de son équipage. Anticiper et gérer les défis du confinement et de l'isolement est donc une composante essentielle de la planification de cette aventure humaine extraordinaire. Dans la planification audacieuse de la colonisation de Mars, une question parfois soulevée, et souvent controversée, est celle du potentiel non-retour, du moins dans un avenir proche, pour les premiers pionniers. Plusieurs raisons techniques et économiques pourraient rendre un voyage aller simple plus réalisable, du moins initialement. D'un point de vue technique, la masse et la complexité d'un vaisseau capable de ramener un équipage de Mars vers la Terre sont considérablement plus importantes. Il faudrait prévoir un étage de remontée depuis la surface martienne, un système de propulsion puissant pour vaincre la gravité de Mars,
du carburant supplémentaire pour le voyage de retour et un bouclier thermique robuste pour la rentrée atmosphérique sur Terre. Alléger la mission de ces contraintes rendrait l'entreprise initiale plus réalisable avec les technologies actuelles et celles en développement. Sur le plan économique, le coût d'une mission aller-retour habitée vers Mars est astronomique. Une mission aller simple, en se concentrant sur l'envoi de colons et de matériel pour établir une base, pourrait être une étape plus abordable pour les agences spatiales ou les entreprises privées. Cependant, la perspective d'un voyage sans retour immédiat soulève d'importantes questions éthiques et psychologiques. Demander à des individus de quitter définitivement leur planète d'origine, sachant qu'ils ne reverront peut-être jamais leurs proches, est une décision lourde de conséquences. La sélection de tels volontaires devrait être extrêmement rigoureuse, en tenant compte de leur stabilité psychologique, de leur capacité d'adaptation et de leur engagement envers la mission à long terme. Il est important de noter que l'idée d'un aller simple n'implique pas nécessairement un abandon définitif. L'objectif à long terme serait toujours d'établir une colonie autosuffisante capable de produire ses propres ressources, y compris le carburant pour d'éventuels voyages de retour futurs. Les premières missions pourraient être considérées comme des étapes cruciales pour atteindre cette autonomie. Le débat sur la question du non-retour met en lumière la nature exceptionnellement ambitieuse et risquée de la colonisation de Mars. Il soulève des questions fondamentales sur nos limites, nos motivations et le prix que nous sommes prêts à payer pour étendre notre présence au-delà de la Terre. Après des mois de voyage à travers l'immensité spatiale, le moment tant attendu arrive enfin, l'approche de Mars. Mais se poser en douceur sur la surface de la planète rouge est loin d'être une mince affaire. L'atmosphère ténue de Mars, bien que trop mince pour offrir un freinage significatif comme sur Terre, est suffisamment dense pour générer une chaleur intense lors de la rentrée atmosphérique. Les vaisseaux devront être équipés de boucliers thermiques sophistiqués pour résister à ces températures extrêmes. Des systèmes de rétropropulsion puissants, combinés à d'éventuels parachutes supersoniques, seront nécessaires pour ralentir la descente et permettre un atterrissage contrôlé sur le site choisi. Une fois posés, les premiers colons se retrouveront dans un environnement à la fois familier et profondément étranger. Le ciel, d'une teinte rosée due à la poussière en suspension, éclairera un paysage désertique de roches rouges, de canyons et de volcans éteints. L'installation d'une base permanente sera une tâche ardue et progressive. Les premières missions apporteront des habitats préfabriqués et modulaires, conçus pour être autonomes et offrir une protection contre les radiations, les températures extrêmes et la fine poussière martienne, très abrasive. Ces premiers habitats devront intégrer les systèmes de maintien de vie essentiels: production d'oxygène, recyclage de l'eau, gestion des déchets et régulation thermique. L'alimentation initiale proviendra des réserves transportées depuis la Terre, mais l'objectif à long terme sera de développer une agriculture in situ pour assurer l'autosuffisance alimentaire. L'utilisation des ressources locales sera cruciale pour l'expansion de la colonie. L'extraction de la glace d'eau présente dans le sous-sol ou au pôle pourrait fournir de l'eau potable, de l'oxygène, par électrolyse, et même de l'hydrogène pour le carburant. L'utilisation du régolithe martien, la poussière et les roches de surface, comme matériaux de construction, grâce à des techniques d'impression 3D, pourrait permettre d'ériger des habitats plus grands et plus résistants. Les premières années sur Mars seront une période d'exploration, d'expérimentation et de construction. Chaque succès, chaque nouvelle ressource exploitée, chaque habitat supplémentaire marquera une étape cruciale vers l'établissement d'une présence humaine durable sur la planète rouge. Une fois les premiers habitats déployés, les colons devront s'adapter à un environnement radicalement différent de celui de la Terre. L'atmosphère martienne, composée à plus de 95% de dioxyde de carbone, est irrespirable pour l'homme. Sa pression est environ 100 fois inférieure à celle de la Terre, ce qui signifie que sans une protection adéquate, les fluides corporels s'évaporeraient. La température à la surface de Mars est également un défi constant. La température moyenne est d'environ -63 degrés Celsius, avec des variations extrêmes entre le jour et la nuit, allant de -125 degrés Celsius au pôle en hiver à un maximum de 20 degrés Celsius près de l'équateur en été. Les colons devront vivre dans des habitats pressurisés et isolés et porter des combinaisons spatiales sophistiquées lors de leur sortie à l'extérieur. La gravité martienne, environ 38% de celle de la Terre, est un autre facteur important. Si elle est suffisante pour maintenir les objets au sol, ses effets à long terme sur la physiologie humaine, densité osseuse, masse musculaire, système cardiovasculaire, sont encore mal connus et nécessiteront des études approfondies sur les premiers colons.
Les tempêtes de poussière martienne sont un phénomène courant et parfois planétaire. Elles peuvent durer des semaines, voire des mois. Pour les futurs colons, ces tempêtes représentent plusieurs défis. La réduction de l'énergie solaire peut impacter le fonctionnement des systèmes d'alimentation. La visibilité réduite rend les déplacements et les activités en extérieur dangereux. L'accumulation de poussière abrasive peut endommager les joints des habitats et des combinaisons spatiales, ainsi que les systèmes mécaniques. Bien que l'atmosphère de Mars soit très ténue, les vents peuvent y atteindre des vitesses considérables, en particulier lors des tempêtes de poussière. Ces tempêtes sont un phénomène saisonnier sur Mars, se produisant généralement pendant l'été austral, lorsque la planète est la plus proche du Soleil et que les différences de température entre les régions sont les plus importantes. Les tempêtes de poussière locales peuvent se former rapidement et soulever d'énormes quantités de fines particules dans l'atmosphère, réduisant la visibilité et recouvrant les équipements d'une couche abrasive. Ces événements peuvent durer plusieurs jours et perturber les activités en surface, notamment les sorties extravéhiculaires et le fonctionnement des rovers solaires. Plus impressionnantes encore sont les tempêtes de poussière planétaire. Ces événements massifs peuvent engloutir toute la planète pendant des semaines, voire des mois. L'atmosphère se charge alors d'une épaisse brume de poussière, bloquant une grande partie de la lumière solaire et entraînant une baisse significative des températures au sol. La prévision de ces tempêtes et le développement de technologies pour s'en protéger seront essentiels pour assurer la sécurité et la pérennité des colonies martiennes. Des réseaux de capteurs atmosphériques et des systèmes d'alerte précoces seront nécessaires pour permettre aux colons de se préparer à ces événements parfois violents. Le sol martien, bien qu'il contienne des éléments potentiellement utiles comme de l'eau glacée et des minéraux, est également toxique en raison de la présence de perchlorates, des sels qui peuvent interférer avec la fonction thyroïdienne humaine. Il faudra développer des techniques pour décontaminer le sol si l'on veut cultiver des aliments directement en pleine terre. Enfin, le rayonnement solaire et cosmique, beaucoup plus intense à la surface de Mars en raison de l'absence d'une magnétosphère globale et d'une atmosphère dense, représente un risque accru de cancer et d'autres problèmes de santé à long terme pour les colons. Des habitats avec un blindage efficace et des protocoles de sécurité stricts pour les activités en surface seront essentiels. Surmonter ces défis spécifiques à l'environnement martien nécessitera des innovations technologiques continues, une compréhension approfondie des interactions entre l'homme et cet écosystème étranger, et une adaptation constante des stratégies de survie et de construction. Avec une gravité représentant environ 38% de celle de la Terre, la vie sur Mars se déroulera dans un environnement où tout sera plus léger. Si cette faible gravité pourrait faciliter certains aspects comme le déplacement de charges lourdes, elle soulève également des questions importantes quant à ses effets à long terme sur la physiologie humaine. Sur Terre, la gravité a joué un rôle fondamental dans l'évolution de notre corps, influençant la structure de nos os, la force de nos muscles, le fonctionnement de notre système cardiovasculaire et même notre perception de l'équilibre. Un séjour prolongé dans un environnement de faible gravité pourrait entraîner une perte de densité osseuse et une atrophie musculaire, similaire à ce que l'on observe chez les astronautes en microgravité dans l'espace. Le système cardiovasculaire pourrait également être affecté. Sur Terre, notre cœur travaille contre la gravité pour pomper le sang vers le haut du corps. En faible gravité, cet effort est moindre, ce qui pourrait entraîner une adaptation du système cardiovasculaire et potentiellement des problèmes lors d'un éventuel retour sur Terre. La perception de l'équilibre et l'orientation spatiale pourraient également être perturbées dans un nouvel environnement gravitationnel. Les premiers colons devront s'adapter à de nouvelles façons de se déplacer et d'interagir avec leur environnement. Pour contrer ces effets potentiels, plusieurs stratégies sont envisagées. Des programmes d'exercice physique spécifiques, conçus pour solliciter les os et les muscles malgré la faible gravité, seront essentiels. L'utilisation de combinaisons spatiales exerçant une pression sur le corps pourrait également aider à simuler partiellement les effets de la gravité terrestre. À plus long terme, des recherches pourraient être menées sur la possibilité de créer des environnements à gravité artificielle dans des habitats ou des véhicules spatiaux en rotation. Cependant, cette technologie représente un défi d'ingénierie complexe et coûteux en énergie. Comprendre pleinement les effets à long terme de la faible gravité martienne sur le corps humain est crucial pour assurer la santé et le bien-être des futurs colons et pour planifier des séjours prolongés, voire permanents, sur la planète rouge. Le sol martien, que l'on appelle régolithe, est bien plus que de la simple poussière et des roches. Les analyses effectuées par les rovers de la NASA ont révélé la présence de composés chimiques potentiellement dangereux pour la vie humaine et végétale, notamment des perchlorates. Les perchlorates sont des sels d'acide perchlorique. Sur Terre, ils sont utilisés dans les propergols de fusées,
les feux d'artifice et certains herbicides. Chez l'homme, une exposition à des niveaux élevés de perchlorate peut interférer avec la fonction de la glande thyroïde, qui joue un rôle crucial dans le métabolisme et le développement. La présence de perchlorate dans le sol martien pose plusieurs défis pour la colonisation. Tout d'abord, la poussière soulevée par le vent ou par les activités humaines pourrait être inhalée par les colons, entraînant une exposition à ces composés toxiques. Les habitats et les combinaisons spatiales devront être équipés de systèmes de filtration efficaces pour minimiser ce risque. Ensuite, la culture de plantes directement dans le sol martien se heurte au problème de la toxicité des perchlorates. Ces composés pourraient être absorbés par les plantes, les rendant impropres à la consommation. Des recherches sont en cours pour développer des méthodes de traitement du sol martien afin d'éliminer ou de neutraliser les perchlorates, par exemple en les lessivant ou en utilisant des micro-organismes spécifiques. Une autre préoccupation est la contamination de l'eau. Si de la glace d'eau est extraite du sous-sol martien, il faudra s'assurer qu'elle ne contient pas de niveau dangereux de perchlorate dissous. Des systèmes de purification de l'eau sophistiqués seront nécessaires. Malgré ces défis, la présence d'autres éléments potentiellement utiles dans le sol martien, comme des métaux et des minéraux, pourrait être exploitée pour la construction et la fabrication in situ, une fois que des méthodes d'extraction et de traitement auront été développées. Comprendre la composition chimique du sol martien et développer des stratégies pour gérer sa toxicité est donc une étape essentielle pour assurer la santé des futurs colons et la viabilité à long terme des colonies martiennes. Pour qu'une colonie sur Mars devienne viable à long terme, elle ne pourra pas dépendre indéfiniment des coûteux et complexes ravitaillements depuis la Terre. L'exploitation des ressources présentes sur Mars elle-même est essentielle. Cette approche, appelée ISRU, est un pilier de la planification de toute installation humaine durable sur la planète rouge. La ressource la plus cruciale est sans doute l'eau. Des preuves abondantes indiquent la présence de glace d'eau dans le sous-sol martien, en particulier au pôle et à des latitudes moyennes. L'extraction de cette glace pourrait fournir de l'eau potable, de l'oxygène, par électrolyse, et de l'hydrogène. L'atmosphère martienne est composée à plus de 95% de dioxyde de carbone. Ce gaz pourrait être capturé et utilisé pour produire de l'oxygène, par le processus de Sabatier ou d'électrolyse du CO2, et comme matière première pour la production de méthane, un autre potentiel carburant. Le CO2 pourrait également être utilisé dans des serres pour favoriser la croissance des plantes. Le régolithe, la couche de poussière et de roches qui recouvre la surface de Mars, est une autre ressource précieuse. Il pourrait être utilisé comme matériau de construction, soit directement comme remblai et protection contre les radiations, soit comme matière première pour des techniques de construction avancées comme l'impression 3D pour créer des habitats, des routes et d'autres infrastructures. Enfin, le sol martien contient divers minéraux et métaux qui pourraient être extraits et raffinés pour fabriquer des outils, des pièces de rechange et d'autres éléments essentiels au fonctionnement de la colonie. L'identification et l'extraction de ces ressources nécessiteront des études géologiques approfondies et le développement de technologies d'extraction adaptées à l'environnement martien. Le développement et la mise en œuvre de technologies ISRU efficaces sont des étapes cruciales pour transformer le rêve d'une colonie martienne en une réalité autosuffisante et durable. L'exploitation des ressources locales réduira la dépendance à la Terre, diminuera les coûts des missions futures et ouvrira la voie à une expansion plus rapide et plus autonome de la présence humaine sur Mars. Les premiers habitats à portée de la Terre serviront de point de départ, mais pour une colonisation à long terme, il faudra construire des infrastructures plus robustes et adaptées à l'environnement martien. L'utilisation des ressources locales, que nous avons évoquées précédemment, jouera un rôle clé dans cette phase de construction. L'impression 3D avec le régolithe martien est une technique prometteuse. En utilisant le sol local comme matériau de construction, mélangé éventuellement à des liants, il serait possible de construire des murs épais et résistants, offrant une excellente protection contre les radiations et les variations de température. Des dômes géodésiques recouverts de régolithe pourraient également créer de grands espaces habitables pressurisés. Une autre approche pourrait être la construction d'habitats souterrains ou semi-enterrés. En creusant dans le sous-sol martien ou en recouvrant les structures existantes avec une épaisse couche de régolithe, on bénéficierait d'une protection naturelle contre les radiations cosmiques et les tempêtes de poussière, tout en stabilisant la température intérieure. L'utilisation de la glace d'eau martienne pourrait également jouer un rôle dans la construction. En plus de fournir de l'eau et de l'oxygène, elle pourrait être utilisée pour créer des briques de glace ou être transformée en matériaux composites plus résistants. La construction d'habitats permanents nécessitera le développement de robots autonomes capables de travailler de manière indépendante pour préparer les sites, extraire et transformer les matériaux,
et assembler les structures. Les premiers colons superviseraient ces opérations et se concentreraient sur l'aménagement intérieur et l'installation des systèmes de maintien de vie. Au fur et à mesure que la colonie grandira, on pourrait envisager la construction d'infrastructures plus complexes, comme des laboratoires de recherche, des usines de production de ressources, des serres agricoles à grande échelle et potentiellement même des systèmes de transport locaux pressurisés. La vision à long terme est de créer des environnements de vie sur Mars qui soient aussi autonomes et confortables que possible, réduisant progressivement la dépendance aux ressources et au soutien venant de la planète Terre. La construction d'habitats permanents et l'utilisation intelligente des ressources locales sont des étapes essentielles vers cet objectif. Le rêve de fouler le sol rouge de Mars et d'y établir une présence humaine permanente est une vision audacieuse qui transcende la simple exploration spatiale. Comme nous l'avons vu, ce rêve se heurte à une multitude de défis techniques colossaux. Traverser l'immensité de l'espace, survivre aux radiations et aux températures extrêmes, se poser en douceur sur une planète étrangère, construire des habitats dans un environnement hostile et apprendre à vivre en autonomie sur un monde différent. Chacun de ces obstacles représente un défi d'ingénierie et de science sans précédent, nécessitant des innovations technologiques majeures et une compréhension approfondie des interactions entre l'homme et l'espace. La propulsion de nos vaisseaux, les systèmes de maintien de vie, la protection contre les dangers environnementaux, l'utilisation des ressources locales. Autant de domaines où la créativité et l'ingéniosité humaine devront être portées à leur maximum. Si le chemin vers Mars est semé d'embûches, l'enjeu en vaut la chandelle pour beaucoup. La soif de découverte, la quête de nouvelles connaissances, la perspective d'assurer la survie à long terme de notre espèce et l'esprit pionnier qui nous anime sont des moteurs puissants qui continuent de propulser cette ambition audacieuse. Le voyage vers Mars est un défi pour l'humanité tout entière, un appel à repousser nos limites et à écrire un nouveau chapitre de notre histoire dans les étoiles. L'avenir nous dira si le rêve deviendra réalité, mais l'exploration a déjà commencé, et l'ingéniosité humaine ne connaît pas de frontières. Merci d'avoir visionné ce documentaire. Si vous avez aimé ce voyage et son histoire, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs documentaires à paraître.